Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large normalement tous les mercredis à 18h, mais pendant la solitaire du Figaro, tous les vendredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la solitaire du Figaro justement, qui est presque finie à l'heure où je parle, hein. Il reste un bateau en mer, donc on en reparlera dans une semaine juste pour parler du dernier bateau, pour voir son arrivée. Mais du coup, on va parler du vainqueur et tout ça, enfin voilà. Vous savez déjà qui a gagné, mais on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler de Thomas Ruyant qui a annoncé qu'il allait participer au prochain Vendée Globe sur un bateau neuf. Ça fuitait déjà un peu, mais voilà, maintenant c'est officiel. On va en parler. Dans un troisième temps, on va parler du défi Azimut qui est actuellement en train de se courir, le défi 48 heures Azimut. On va en parler. Ensuite, on va parler de Bureau Vallée 3 qui a volé, qui est le premier IMOCA entièrement volant. C'est juste génial. C'est de la folie. Je vais vous donner mon avis là-dessus. C'est pas légal pour la classe IMOCA, mais je vais vous donner mon avis là-dessus. Mais c'est magnifique, les images sont magnifiques. Ensuite, on va parler de Sodebo Ultime, qui a été remis à l'eau après son chantier d'été, avec quelques modifications. On va en parler. Et enfin, on va parler de Jean Le Cam, qui a annoncé officiellement qu'il serait au prochain Vendée Globe, avec un bateau neuf dépourvu de foil. On va en parler, je vais vous donner aussi un peu mon avis. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live le lundi, mardi, jeudi, vendredi et des fois le dimanche, vers 17h jusqu'à 20h ou 21h. De toute façon, si vous voulez savoir quand est-ce que je live, vous allez sur mon Discord, le lien est dans la description de la vidéo et c'est là-dessus que je dis si je stream ou pas. Et du coup, on commence tout de suite avec la solitaire du Figaro. Mais quelle étape encore de fou. Je sais, je le dis tout le temps, mais les 4 étapes ont été complètement folles. On va regarder ce qui s'est passé. Donc le départ depuis la Ben Morlaix, direction le Fastnet. C'est parti. Avec un Pierre qui regarde toujours plutôt bien placé, même si vous allez voir qu'à la fin, bah, ça a été un peu chaud pour lui. Pierre Le Boucher, déjà bien placé aussi, hein, franchement. Pierre Le Boucher aussi déjà très bien placé. Hop, on arrive à la pointe anglaise. Ça choisit son côté du DST. Avec, à ce moment-là, une petite échappée. Vous allez voir, la petite échappée, en ayant passé par le sud de Smurfit Kappa à Tom Dolan, qui en ayant passé au sud du DST, arrive à prendre de l'avance. Et qui fait cavalier seul un petit peu vers ses terres. Mais on voit le retour très fort. Alors on voit aussi Philippe Hart, deuxième à ce moment-là. Mais on voit le retour très fort de Xavier Macaire. Qui dit non, je vais pas te laisser partir. Xavier Macaire qui est deuxième à ce moment-là. Et quand même Tom Dolan qui arrive à passer le Fastnet en tête. C'est quand même très beau pour lui. Et derrière, on a Xavier Macaire qui se réempare de la tête. Pour essayer de distancer. Alors on voit qu'à ce moment-là, il fait une petite stratégie. Ça se décale un petit peu. Ça tente déjà des petits coups. De toute façon, Xavier n'a rien à perdre, même si en vrai il disait hein, je préfère garder ma deuxième place et pas trop jouer au foufou, pas faire des stratégies folles au risque de perdre ma deuxième place. Mais à ce moment là c'est Jules Delpech qui choisit une stratégie un peu folle et qui décide d'aller au nord, voir ce que ça donne. Mais on voit que malheureusement pour lui la stratégie est pas idéale. La stratégie n'est pas idéale et il va se faire distancer. On voit qu'il se retrouve dans le groupe avec un autre bateau distancé derrière. Xavier Macaire qui se trouve lui toujours pas trop mal placé. Mais toujours un petit peu devant ou un petit peu derrière Pierre Quiroga. Même si voilà le final, hein, le Pierre Quiroga qui à ce moment-là s'empare de la tête. Xavier Macaire qui descend au classement. Pierre Quiroga qui est en tête à ce moment-là. Et là c'est la bataille, On voit un groupe au nord là. Petit groupe là qui est au nord ici. Avec Jess Fielding, Philippe Hart, Jules Delpech, Marc Malaret et enfin tout ce petit groupe là. Et vous allez voir que malheureusement en fait ce groupe là qui était un peu au nord va se retrouver bientôt dans une bulle sans vent. Une partie 2 vont se retrouver dans une bulle sans vent. Il y a des Jules et Philippe Hart vont se retrouver dans une bulle sans vent et se faire déposer. Regardez. Là ça commence, c'est parti.
déposés. Ils ont plus d'air et du coup ils se font complètement distancer. C'est cruel, c'est franchement cruel pour eux. Alors que devant, bah, ça s'échappe. À ce moment-là, on a quelques bateaux déjà distancés. Charlotte Yven, David Paul. Mais voilà, regardez les deux là. Complètement pas à l'arrêt. Vous voyez ici, 0,7 nœuds, quasiment à l'arrêt. 2 nœuds 2. Enfin, c'est très compliqué. Très compliqué. Alors que devant, bah, ça continue à se battre. Avec Pierre Le Boucher en tête. Et du coup, l'arrivée, Xavier Macaire, toujours deuxième, qui reste rivé à sa deuxième place. Et à ce moment-là, tous les espoirs sont peut-être encore permis. Parce que Pierre Quiroga est relativement loin, est à 7,9 000 du premier. Donc à environ 6 000 de Xavier. Et donc la victoire du coup de Pierre Le Boucher, suivi par Xavier Macaire. Tom Delanne 3ème, Gilles Damaé 4ème, Fabien Delahaye 5ème, Martin Lepape 6ème, Tanguy fait 7ème, belle course de Tanguy, franchement belle course de Tanguy, bravo Tanguy. Erwan Le Droulec 8ème, Pierre Quiroga 9ème, Pierre Quiroga fait 9ème et vous allez voir après ce que ça donne au général. Et c'est Tom Laperche qui finit en 10ème position et Elodie Bonafous 12ème. Gaston Morvan, on va voir sa position d'arrivée, mais c'est la 13ème place pour Gaston. 13ème place pour Gaston avec une victoire encore au classement Bisu. Hein. Il a gagné toutes les places au classement Bisu, même si on se souvient que sur la 3ème étape, il n'était pas censé le gagner, franchement, vu ce qu'avait fait Charlotte. Mais bon, voilà. Il a gagné cette place-là. On va regarder derrière avec Alexis Loison qui fait 15ème. Les autres personnes que je connais, on va regarder. Hein. Violette d'Orange, 21ème, je la connais pas vraiment, mais... Benoît Mariette, 22ème. Damien Cloirac, 25ème. Robin Marais, 28ème. On va regarder son arrivée. Robin qui est juste ici. On va prendre. Hop. Robin Marais qui a fait partie un peu des distancés avec un peu moins de vent. Et qui fait 28ème. Juste devant Marc Malaret. David Paul, 30ème. Voilà, on voit l'arrivée des derniers. Et voilà la position actuelle. Donc, comme je disais, Robin Marais 28ème, Marc Malaret 29ème, Charlotte Yven 30ème, David Paul 31ème et Jules Delpech 32ème. Philippe Hart 33ème. Et il reste plus que Jess Fielding qui est en mer, mais on en reparlera du coup dans une semaine pour voir son arrivée. Si je regarde au classement général, du coup, Pierre Quiroga remporte cette solitaire du Figaro. Mais il a perdu énormément de temps, il a perdu 1 heure sur Xavier Macaire parce que Xavier Macaire est à 48 minutes. Je pense qu'il va avoir quelques regrets, notamment sur la deuxième étape. Mais Xavier Macaire est à 48 minutes. Ça revenait, hein, ça revenait. Franchement, il n'aurait pas fallu que Pierre Quiroga fasse plus d'erreurs, soit plus loin. Parce que là, je pense que Pierre Quiroga se serait fait battre sur cette étape. Je pense qu'il aurait eu énormément de regrets. Derrière, on a Tom Laperche qui garde sa 3ème place à 2h33. Alexis Loison fait 4ème. Belle prestation d'Alexis Loison pour sa dernière solitaire du Figaro sous les couleurs de Région Normandie. Fabien Delahaye, 5ème. Belle brochette de Normands, deux Normands l'un derrière l'autre. Gilles Damaé fait 6ème. Gaston Morvan, 7ème. Exceptionnel. Gaston Morvan, exceptionnel. Corentin Roux, 8ème. Martin Lepape, 9ème. Et Erwan Le Droulec, 10ème. On va regarder Elodie Bonafous fait 12ème. Pierre Le Boucher, 13ème. Tanguy Le Turquet fait 14ème. On va regarder après les personnes que je connais. Violette d'Orange fait 19ème. Ensuite. Damien Cloirec, 23ème. Benoît Mariette, 27ème. Il a bien remonté. Hein. Vous vous rappelez qu'il a quand même abandonné sa première étape. Il a réussi à remonter. Il a quand même repris des places par rapport à d'autres personnes qui avaient pas eu d'abandon. Robin Marais fait 28ème. Cette dernière étape lui a fait pas mal de mal. Jules Delpech, 29ème. Philippe Hart, 30ème. Marc Malaret, 31ème. Charlotte Yven, 32ème. Malheureusement, son abandon sur l'avant-dernière étape lui a fait du mal. David Paul, 33ème. Et Jess Fielding, de toute façon, est le dernier en mer, fait 34ème. Voilà. Et bah, du coup, on a fini avec cette solitaire du Figaro. On en reparlera un petit peu dans une semaine pour l'arrivée du dernier. Donc, on en reparle dans une semaine dans Actu Large. C'est une des super nouvelles de la semaine.
Thomas Ruyant se fait construire un nouvel IMOCA pour le Vendée Globe 2024. Ce sera un plan signé Antoine Coche et Finot Conque, encore d'autres architectes qui pourraient amener de nouvelles évolutions. J'ai vraiment trop hâte de voir les nouveaux IMOCA. Pour celui-ci, la mise à l'eau devrait intervenir en début 2023. Cette annonce met en plus encore un super bateau sur le marché de l'occasion. C'est vraiment de la folie et le prochain Vendée Globe risque d'être encore plus excitant que le précédent. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Depuis mardi a lieu à Lorient le défi Azimut. Cela a commencé par des runs dans un vent faiblard. C'est le nouveau 11 Hour Racing qui l'a emporté, suivi par Linkdot et le surprenant groupe C1 for My Planet. Compagnie d'Uli Ligiti ferme la marche. Hier est parti le défi 48 heures. On va débriefer ses premières heures de course tout de suite. Et donc on se retrouve sur la cartographie de ce défi Azimut où on va lancer la cartographie. Et on va voir que assez vite, très vite même, Apivia va s'emparer de la tête et gérer sa course clairement. C'est voilà, Charlie qui fait une très belle course. Un bateau qui quand même tente une option, groupe C1. Malheureusement, on va voir plus tard que groupe C1 va faire demi-tour. On va le voir juste après. Alors ça avance, on voit déjà des bateaux un peu largués, dont Arnaud Boissière, mais son bateau est vraiment pas bon. Enfin, son bateau est vraiment compliqué quoi. Les foils n'ont pas été une très bonne adaptation sur ce bateau quoi. Les foils ça va pas très bien sur ce bateau. Une zone avec peu de vent là, les bateaux qui sont un petit peu à l'arrêt. On voit vraiment 3 nœuds 6. Même un peu de vitesse 0,7 nœuds. Enfin c'est vraiment pas rapide. Une petite zone là où c'est vraiment très calme. Ça repart derrière, chercher un front pour aller à la première marque au large. Et là on a des demi-tours déjà. On a un premier demi-tour. C'est le demi-tour de 11 Hour Racing, le nouveau du coup Malama. Donc le dernier sorti qui fait demi-tour suite à des petits problèmes techniques. Et on va avoir bientôt un deuxième demi-tour. Alors qu'on voit que Apivia est toujours en tête et prend un peu le large. Et on voit le demi-tour de groupe C1 qui a une dérive restée coincée en bas. Et du coup qui peut plus incliner sa quille comme il le veut. Donc demi-tour et retour à Lorient. On continue l'avancée. Et on voit du coup qu'ils vont chercher un front au passage de cette bouée là. Donc le front avance petit à petit. Eux avancent vers le front. Donc ça va relativement vite à arriver. Du coup Apivia voilà, ça passe le front. Ça plonge derrière le front. Et Apivia qui a pris une belle avance. Déjà une belle avance à 13 000 à ce moment là. Ça passe la bouée, enfin ça passe le waypoint et ça repart. Par contre derrière il s'est fait reprendre pas mal de temps, regardez. Plus que 4,9 000, 5 000. Et ça reprend, mais c'est en fonction en fait. Ce que vous voyez en fait là, le différentiel en 1000, c'est surtout en fonction en fait d'un point. Donc là vous avez un point ici qu'il faut passer. Donc c'est par rapport à ce point là, le différentiel. Donc là on voit 18 000. Tout à l'heure on voyait un peu moins, c'est parce que du coup il y avait une descente au sud, donc ceux qui étaient un peu plus haut des fois étaient un peu plus proches, enfin un peu compliqué. Donc là on voit le point azimut, là c'était azimut 1, azimut 2, azimut 3 et ensuite retour à Lorient. Donc actuellement, à l'heure actuelle c'est Apivia qui est en tête, 17,9 000 devant Linkdot et Arcap après qui est 3ème. D'ailleurs on a Initiative Cœur, Bureau Vallée, 11 Hour Racing donc le premier, donc à la K1, Corum l'épargne, MACSF, Fortinet, Best Western, Groupe Apicil 10ème, l'Amicaline 11ème et Compagnie d'Uli Ligiti 12ème. Donc voilà. Le dernier étant déjà quand même, donc Compagnie d'Uli étant déjà à 62 000 du premier, donc c'est quand même relativement énorme. Voilà. Du coup, il devrait arriver ici assez rapidement et ça devrait après remonter relativement rapidement. On verra comment ça s'est fini dans une semaine dans Actu Large. Mais quelle image de fou!
On avait pris l'habitude de voir les IMOCA voler tout en ayant l'arrière qui traîne dans l'eau, du fait de l'absence de plan porteur sur les safrans, puisque ceux-ci sont interdits. Quelques skippers se battent depuis un moment pour faire autoriser, mais en vain. L'argument le plus utilisé pour ne pas les autoriser est le prix. Mais Louis Burton, qui fait partie des partisans du plan porteur, a prouvé que pour un coût maîtrisé, on pouvait faire complètement voler un IMOCA. En effet, son équipe a installé des plans porteurs sur un safran qui ne servait pas pendant que Louis était en vacances. Les images des essais en mer parlent d'elles-mêmes. Le bateau vole complètement et est super stable. À voir ce que ça donnerait dans de la mer, mais je pense qu'avec des safrans un peu plus longs, on limiterait de beaucoup le risque de décrochage. Je vais maintenant vous dire ce que j'en pense. Je pense que ces plans porteurs, c'est l'avenir, et continuer à les interdire, c'est de la connerie. On a vu, par cet essai, que l'argument budgétaire ne tient pas. Et au pire, si on veut limiter le prix, on fait des pièces monotypes. En ce qui concerne le reste, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Les plans porteurs pourraient rendre les bateaux un peu moins brutals, car pas tout le temps en train de taper de l'arrière, comme sur les IMOCA actuels. Cela permettrait aussi de soulager un peu la structure, qui à cause de ces chocs prend extrêmement cher. Malheureusement, comme l'a dit Jeremy Bayou, on risque de voir les IMOCA taper du cul au moins jusqu'au Vendée Globe 2024, car c'est après que les règles seront revotées. C'est dommage de perdre encore de 3 ans. Dans tous les cas, j'ai très hâte de revoir un IMOCA complètement volé, et on recommentera ça dans Actu Large. La Jacques Vabre approche, et ça se voit car les bateaux qui vont y participer commencent à être remis à l'eau, l'un après l'autre. C'est le cas de Sodebo Ultime 3, qui a été remis à l'eau après son chantier d'été, où il a été fiabilisé, mais on a aussi apporté quelques modifications. Les plus visuelles sont les safrans qui ne sont plus suspendus mais relevables, et le safran de coque centrale qui a été rallongé. Le but de ces améliorations est de voler plus haut, plus longtemps, plus à plat et plus vite. Les safrans relevables permettent aussi de limiter le risque pour le safran au vent et de l'empêcher de toucher l'eau et donc de créer de la traînée. Les entraînements ont repris depuis hier et le bateau doit partir pour une navigation offshore ce week-end. On souhaite bon vent aux deux Thomas et on les suivra très attentivement pendant la Transat Jacques Vabre dans Actu Large. On en avait déjà un peu parlé, mais rien n'était officiel. Maintenant ça l'est. Jean-Luc Cam repart sur le prochain Vendée Globe avec un bateau neuf dépourvu de foil. C'est super pour lui et ça fait plaisir de le voir toujours aussi passionné par cette course. À côté de ça, je suis perplexe face à son nouveau bateau. Il dit espérer en voir plusieurs comme le sien sur le prochain Vendée Globe. Mais je ne vois pas grand monde prendre ce risque, car même son bateau risque de coûter cher. Même si ce sera quand même un peu moins cher qu'un IMOCA à foil, je pense que le risque de se faire déposer en course sera trop grand et que les sponsors préféreront soit dépenser plus pour avoir un bateau foiler neuf, soit acheter un foiler d'occasion. À côté de ça, je ne demande qu'à être surpris, mais je reste convaincu que le précédent Vendée Globe était exceptionnel et que sur le prochain, les foilers déposeront les non-foilers comme en 2016. Pour l'instant, on n'a pas de date de mise à l'eau, ni d'architecte annoncé. Mais il a dit que Hubert, son bateau actuel, repartira sur le prochain Vendée Globe. Et d'après les bruits de pompons, ce serait pour Violette d'Orange. Franchement, si c'est vrai, je serais trop content pour elle. Elle le mérite. Dans tous les cas, on va suivre ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est plateforme tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pourrez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.